Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce live streaming de CAFPI pour sa conférence de presse annuelle. Merci d'être tous présents. Alors, quelques invités sur le plateau, très peu, puisque ce format, bien sûr, de visioconférence aujourd'hui, auquel on est tous habitués, nous impose, bien sûr, cette contrainte de distance. Mais on va essayer de mettre de la convivialité dans cette petite matinée qu'on va passer ensemble, une petite heure, sur laquelle on va balayer, bien sûr, plusieurs sujets d'actualité. Alors, on va d'abord parler du bilan 2020. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier et bien sûr des crédits immobiliers. On va ensuite, et je le remercie d'ailleurs, la présence de Romain Ben David à nos côtés, présenter notre 8e édition de l'étude IFOP sur le moral des Français, comment ils vivent cette crise et qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion ou comme conséquence ou comme décision. Et puis je vous dresserai mon point de vue sur les perspectives pour l'année 2021 et 2022, tant sur le marché de l'immobilier que sur celui des taux. Donc voilà, un petit moment à passer, on va passer une petite heure ensemble. Je vous laisserai bien sûr la place pour poser toutes vos questions, soit pendant la conférence, mais en tout cas, on aura un instant réservé à la fin de cette conférence pour s'adresser tant à Romain qu'à moi sur les choses qui vous auront été exposées. Puis, si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, puisque vous êtes nombreux a priori derrière l'écran, eh bien sûr, on vous répondra par la suite par mail et je serai à votre disposition, ainsi que mon équipe, pour répondre bien sûr à vos demandes, quelles qu'elles soient. Voilà, allez, on y va. Alors, avant de commencer, je voudrais juste rappeler, vous voyez ici dans cette belle salle le décor de CAFPI fête ses 50 ans. C'est les 50 ans de CAFPI cette année, créé en 1971, nous avons 50 ans. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire que 2 mots sur cette question. Simplement d'abord pour vous dire merci. Merci, pourquoi ? Parce que vous les journalistes, depuis maintenant une bonne quinzaine, vingtaine d'années, vous nous donnez beaucoup de place dans vos médias pour expliquer bien sûr aux lecteurs quel crédit immobilier, comment évoluent les taux, quelles sont les bonnes astuces pour emprunter. Et vous avez porté aussi très honorablement notre notoriété pour être aujourd'hui devenu, on peut le considérer déjà comme tel, le tiers de confiance des emprunteurs dans leur projet d'accession à la propriété. Donc un grand merci à vous tous. Ah oui, c'est vrai que j'ai une zapette aussi, il faut tout faire ici. Quelques dates. Je voulais vous rappeler ces quelques dates qui ont jalonné le parcours des 50 ans. Alors bien sûr en 71, la création du courtage, CAFPI invente le courtage en France avec l'ouverture du premier cabinet à Sainte-Geneviève-des-Bois, le siège historique de l'entreprise. En 85, une date aussi essentielle à la construction et à l'évolution du métier, c'est le premier mandat bancaire. La première fois qu'une banque nous confiait le mandat de lui trouver des clients et d'accompagner ses clients vers l'accession à la propriété. En 93, aussi le lancement par CAFPI du premier courtier en assurance emprunteur. C'est un sujet d'actualité fort relayé en ce moment, puisque le coût de l'assurance emprunteur est très prépondérant dans le coût du crédit. 2000, nous étions les premiers courtiers également sur Internet à offrir nos services en ligne et permettre la comparaison des crédits et bien sûr la simulation des projets des particuliers. En 2010, nous créons l'association APIC, Association professionnelle des courtiers, en réunissant les grandes enseignes de façon à participer à la réglementation de la profession, qui est aujourd'hui instituée. Et 2020, nous avons ouvert notre première agence en Europe, le premier courtier à ouvrir une agence hors de ses frontières, au Portugal, à Lisbonne. Voilà pour le parcours jalonné de quelques dates intéressantes de l'évolution de la profession. Quelques chiffres, CAFPI c'est 240 agences, c'est 1550 collaborateurs, plus de 1000 experts aujourd'hui dans toute la France, c'est 1 million de clients financés, c'est 4,7 de satisfaction à vie certifiée et c'est 97% de recommandations auprès de l'entourage de nos clients, donc c'est quand même un satisfecit de ce long parcours. C'est aussi des outils aujourd'hui à disposition, satisfaction client, le contrat de garantie qui apporte toutes les solutions digitales. L'accélération de cette pandémie nous a permis d'offrir beaucoup plus de solutions à distance à tous nos clients, que sont bien sûr les professionnels immobiliers, les acheteurs et les vendeurs qui ont besoin de certificats d'authentification, d'obtention de crédit ou d'applis de suivi. Et puis, en mémoire aussi, l'évolution de l'endettement des ménages pendant ces 50 ans. Alors c'est assez significatif sur ce tableau de constater qu'on a vraiment 2 grandes périodes pendant ces 50 ans. On a ce qui s'est passé avant 2000 et ce qui se passe après 2000.
Vous le constatez ici, vous le lisez en même temps que moi. Vous voyez bien qu'avant 2000, l'immobilier n'était pas un Eldorado. On n'y plaçait pas obligatoirement tout son argent. Les banques, c'était beaucoup plus exigeantes que ces dernières années. Et surtout, les taux de crédit étaient bien plus élevés, ce qui limitait l'accession à la propriété. Et puis à partir de 2000, les choses basculent. Bien évidemment, Internet permet la comparaison, ce qui nous a beaucoup aidé. Les courtiers aussi s'imposent dans la distribution de crédit. Ils viennent apporter de la solution, bien sûr, au marché de l'accession à la propriété et principalement des primos. Et les conditions de financement s'améliorent. Les taux chutent, les durées s'allongent, les solutions sont de plus en plus nombreuses. Et puis il y a cette appétence pour l'immobilier qui flambe jusqu'en 2007. Et qui aujourd'hui est toujours prouvé une appétence des gens à devenir propriétaires, bien sûr de leur résidence principale en priorité, mais aussi d'investir dans la pierre, placement le plus sûr qu'il soit. Alors bien évidemment, ce n'est pas obligatoirement positif tout cela, puisqu'on voit que le coût du logement est passé à doubler pendant cette période, entre 2000 et aujourd'hui 2020, 2021. Et bien sûr, il est beaucoup plus difficile, mais là, ce n'est pas de la faute des banquiers, c'est bien sûr de la faute du marché qui n'offre pas aujourd'hui à la demande une offre suffisante pour permettre d'équilibrer ses prix. Voilà, c'était juste un petit bilan, une petite présentation rapide de ce qu'est CAFPI. Attaquons la conférence et parlons de chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période d'un an qui a été une période chahutée. Vous avez beaucoup commenté l'actualité, le confinement, les contraintes techniques entre les différents acteurs du marché du logement. Et pour autant, on a eu des taux qui n'ont fait que s'améliorer encore pendant toute cette année. Un marché, lui, qui a souffert, on va en parler sur les volumes de crédit, il a souffert du confinement et de la pandémie, mais aussi de critères HCSF qui arrivaient au mauvais moment. Bien sûr, ce n'était pas prévu, mais qui sont venus aussi durcir les conditions d'accès au financement. Alors que les taux, comme je le disais, eux, se sont bien comportés, puisque vous le voyez, les OAT ont chuté pendant cette année. Bon, elles ont reflambé un petit peu en début d'année, enfin flambé non, elles ont un peu remonté en début d'année à cause des craintes de retour de l'inflation, des annonces sur l'augmentation des taux longs. Alors on en parlera en perspective, c'est peut-être ce qui se passera dans quelques mois. Pour l'instant, en tout cas, ils sont stabilisés, toujours en territoire négatif, ces EOT, qui nous permettent d'offrir à notre clientèle des taux qui, en moyenne, chez nous, sont toujours inférieurs à 1% sur 20 ans, ce qui reste des conditions d'accès au financement extrêmement agréables. On est proche des records historiques, on ne les a toujours pas atteints, peut-être les attendrons-nous dans les semaines qui viennent. Puisque, il faut le dire, et j'en reparlerai, la concurrence fait rage et la demande de ce début d'année est très très dynamique. On a les volumes de crédit également qu'on peut analyser pendant cette période, cette année qui a passé, où bien évidemment on était sur un trend très, très, très soutenu, entre quasiment 15 et 20 milliards d'euros par mois distribués chiffre de la Banque de France. Le confinement nous a tous enfermés et les clients en premier, donc effectivement on a eu un mois de mars en chute libre, et puis quelques mois difficiles de la première phase de la pandémie, et une reprise à la rentrée, vous l'avez bien vu, dès le mois d'août, septembre, où là les affaires ont pu se décoincer et les affaires reprendre pour atteindre un sommet de 20 milliards dépassés au mois d'octobre 2020, qui était la conséquence en fait de tous les dossiers qui avaient été en suspens, un peu bloqués par le système, qui sont venus et qui ont pu se libérer chez le notaire, puisque là on parle bien des affaires signées, c'est-à-dire que, je l'ai souvent signalé à vous tous, qu'entre la demande et la signature chez le notaire, dans l'ancien il y a un délai de 4 mois, dans le neuf ça peut durer 1 an ou 2 ans, et donc quand les affaires arrivent en Banque de France comme étant des affaires débloquées, eh bien les demandes proviennent de 4 à 6 mois plus tôt. Donc on a ce décalage, et c'est pour ça qu'on justifie à partir d'octobre une chute du marché. Et c'est là, on a la conséquence, vous voyez, des mois précédents où les affaires ont été bloquées en termes de demandes, les nouvelles demandes ne pouvaient pas être instruites, donc effectivement une chute sur les derniers mois de l'année de la production, puisque moins d'affaires à l'entrée fait moins d'affaires à la sortie. Cette chute qui continue, on verra tout à l'heure, sur le début de l'année, puisque le premier trimestre, en termes de déblocage de fonds, est assez médiocre également. Et puis, bien évidemment, le marché tel qu'il s'est produit, c'est-à-dire on a plusieurs clientèles, les primo-accédants ont énormément souffert des critères HCSF, donc ont un peu disparu et ont un peu strangulé, on va dire, dans leur demande. Et pour autant, on avait peur qu'effectivement ils disparaissent un peu dans la production. Ils sont à nouveau en force. Sur la fin de l'année, ils sont revenus quand même très volontaires pour effectivement, alors les questions de changement de logement probablement,
mais pour revenir effectivement comme candidat à l'accession à la propriété. Les accédants classiques, eux, ont toujours été sur une présence soutenue, même s'il y a eu quelques hésitations, en tout cas une volonté de changer qui est apparue pendant ces périodes délicates d'enfermement et qui a donné beaucoup d'aspiration au changement. On en parlera également dans les perspectives. Et puis les investisseurs locatifs qui, eux, souffrent énormément puisque les conditions d'accès au crédit ont bridé un peu leurs intentions. Alors bien évidemment, peut-être un manque de lisibilité sur le Pinel et sur les dispositifs fiscaux qui l'attendent. Maintenant, les questions étaient résolues, il est prolongé, mais pour autant un manque de visibilité, mais c'est surtout les banques qui ont fermé effectivement cette porte à cause des contraintes du HCSF. On en reparlera également tout à l'heure, simplement parce que l'investisseur locatif a un loyer qui tombe et les conditions applicables d'un taux d'endettement limité brident les financements potentiels. Vous avez reçu ou vous recevrez également, là je vais juste dire 2-3 mots sur le profil, parce qu'on parle du marché, on parle des taux, on parle des emprunteurs, je viens de vous en dire 2 mots. Et là, on a bien évidemment notre baromètre trimestriel et qui fait le bilan. Hein, c'est le dernier qui a fait le bilan de l'année 2020 en comparaison de l'année 2019. On voit bien les évolutions de profil. Vous avez ce document qui vous a été envoyé ou qui le sera dans la journée, qui rappelle qu'effectivement le primo-accédant, comme c'est indiqué, a beaucoup moins emprunté sur le S2 2020 par rapport au S2 2019. Alors, bien sûr, les 25 ans ont diminué, les durées au-delà ont largement chuté, les montants empruntés ont également chuté, puisque les restrictions de l'endettement, et puis la distribution de prêts à taux zéro, moins de primo, moins de capacité, ont aussi chuté pour ces candidats à l'accession. Donc, on a bien une restriction, effectivement, de la capacité d'emprunt et donc d'achat des primo-accédants. Les accédants, eux, ont bien évidemment une hausse du montant moyen, comme les investisseurs d'ailleurs empruntés, et un taux d'apport qui augmente également. On sait pourquoi, les contraintes aussi, et puis les prix surtout qui ont augmenté. D'un côté, les prix qui augmentent nécessitent un emprunt supérieur, et puis l'apport exigé par les banques a augmenté également, et ça s'est répercuté dans ces profils qui ont évolué tout au long de l'année. Une recherche de logement plus grand aussi, les contraintes avec un extérieur, après avoir vécu le confinement, ont participé aussi de ces changements de comportement, en tout cas de profil type des acheteurs. Et les investisseurs locatifs qui sont la clientèle, la part de clientèle qui a le plus souffert de cette situation, bien évidemment, hausse des montants, hausse de l'apport, alors que pour un investisseur, c'est quand même pas très naturel, baisse des durées d'emprunt, donc un rapport loyer-crédit qui s'est détérioré, et puis bien sûr un endettement qui contraint. On déduisait les loyers des charges de l'emprunt hier. Aujourd'hui, dans les contraintes HCSF, on est obligé d'ajouter ces loyers aux revenus, et donc ça donne une capacité d'emprunt qui a largement chuté. Vous verrez tout ça dans l'observatoire. Bien évidemment, on aura l'occasion, ensemble et individuellement, de pouvoir revenir sur ces questions si elles vous intéressent. Sur le point, le bilan un petit peu de cette année, la conséquence, c'est cela, elle apparaît sur ce graphique, sur cette image. C'est la baisse de pouvoir d'achat à peu près dans toutes les grandes villes de France. On voit en rouge ici la perte de mètres carrés. Alors le calcul, vous le connaissez si vous êtes lecteur de la météo CAFPI mensuelle. La lecture, elle est simple, c'est j'emprunte, je rembourse 1 000 € par mois sur 20 ans. Combien de mètres carrés je peux acheter dans chaque ville en fonction de son prix sur la référence de Meilleur Agent et d'autres de recoupement de données de prix au mètre carré. On voit qu'on a perdu 1,30 m à Paris, où les prix sont plutôt stables, on le sait, mais on a quand même perdu 1,30 m sur un an, entre février 2019 et février 2021. Et on a perdu jusqu'à 17,37 m à Rennes, où là, on a eu une flambée des prix dans cette ville particulièrement. En tout cas, c'est la plus forte, Lille aussi, avec 13 mètres carrés qui ont été perdus. Il n'y a qu'une ville qui ressort en positif, c'est Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux ressort en positif? Et vous le savez aussi bien que moi, entre 2017 et 2019, les prix avaient fortement augmenté, brutalement augmenté pendant cette année précédente, et ils se sont réajustés en définitive. Et on gagne quand même 1,67 m pour une surface en février de 2021 de presque 50 mètres carrés, achetable pour 1 000 € par mois sur 20 ans au taux du marché. Donc la conséquence, c'est bien évidemment ces prix qui sont quand même fortement soumis à contraintes et qui obligent effectivement soit à acheter moins cher,
soit emprunter plus, trouver des solutions ou acheter plus loin. On va le voir un peu dans ce qui pourrait être la conséquence sur les perspectives de marché 2021-2022. Voilà pour ce bilan rapide de cette année qui vient de s'écouler. Je vais passer la parole à Romain Ben-David qui va vous présenter quelques aspects de l'enquête. Vous aurez l'enquête complète qui vous sera transmise également, qui est accessible et à votre disposition. Mais là, on a retenu quelques points de cette enquête rapide qui nous ont paru essentiels en cette période et cette rentrée, d'observer le moral des Français. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes ravis de présenter la vague 8 qu'on réalise depuis 2015, que l'IFOP réalise depuis 2015 avec CAFPI, et une vague qui était particulièrement attendue cette année, un an après le début de cette crise sanitaire. Et après une année hors norme, l'idée était de se demander quels sont les comportements immobiliers des Français, avec à la fois des indicateurs, alors pardon, je ne change pas forcément dans le bon sens. C'est bon, avec à la fois des indicateurs historiques que l'on mesure depuis 2015 sur l'optimisme pour la situation économique, l'intention d'être propriétaire, la facilité perçue à devenir propriétaire, et puis des questions un peu inédites, plus liées à l'actualité, notamment liées au surplus d'épargne que l'on a beaucoup évoqué, comment il serait utilisé. Alors on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Quelques mots rapides sur la méthodologie. On est sur le même protocole d'enquête puisqu'on est sur un baromètre. L'enquête a été menée auprès d'un large échantillon, 1503 Français âgés de 25 à 65 ans, représentatifs de la population française. Pourquoi 25-65 ans? Parce que c'est la population qui est la plus concernée par les enjeux immobiliers. Et le fait d'être sur une telle taille d'échantillon nous permet aussi de lire les résultats auprès des primo-accédants et auprès des intentionnistes d'achat et d'accès à la propriété. L'enquête a été réalisée en ligne entre le 9 et le 16 mars dernier. Alors le premier indicateur et le premier résultat central, c'est l'optimisme pour la situation économique à un niveau macroéconomique. Les résultats ne vont pas vous surprendre. On a un pessimisme pour la situation économique au niveau macroéconomique. On verra que c'est différent à titre plus spécifique, à titre individuel, qui continue à croître chez les Français, puisqu'on propose 4 items de réponse. Nous sommes encore en pleine crise. La situation demeure préoccupante, mais le pire est derrière nous. La situation est difficile, mais elle s'améliore. Ou la situation est favorable et la crise est finie. On voit que 72% des 25-65 ans nous disent nous sommes encore en pleine crise. C'est le taux le plus élevé que l'on observe depuis 2012 sur cet item. On a une progression aussi qui est de plus 11 points par rapport à 2018. On avait déjà vu une hausse par rapport à l'année dernière, juste avant le début de la crise sanitaire. Le seul point un peu positif, c'est que cette hausse est un peu moins forte cette année. Néanmoins, elle continue à croître. Et du coup, par effet de vase communicant, le sentiment que la situation s'améliore ou que la crise est terminée se réduit avec un écart donc très fort entre ce premier indicateur du sentiment d'être en pleine crise et les autres indicateurs. Donc un écart qui s'intensifie d'année en année. Deuxième indicateur historique que l'on mesure, la facilité perçue à devenir propriétaire. Elle suit assez logiquement la première tendance d'une situation économique qui se dégrade. Il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire aux yeux des Français. On a un peu plus d'un tiers qui estime qu'il est aujourd'hui facile d'être propriétaire. On retrouve un taux qu'on avait vu en 2018, qui était également à 35%. On était légèrement remonté l'année dernière à 42%. Et donc là, 65% des Français qui considèrent qu'il est difficile de devenir propriétaire. On a néanmoins un taux qui se rapproche de 50% auprès des populations les plus concernées, que ce soit les primo-accédants, qui sont 49% à nous dire qu'il est facile de devenir propriétaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ceux qui ont recours à un courtier immobilier, ce qui montre leur rôle de réassurance, puisque la moitié des personnes qui ont consulté un courtier immobilier ou qui sont en relation avec un courtier estiment qu'il est facile de devenir propriétaire. Alors, troisième indicateur, et qui fait un peu tout l'intérêt de cette enquête et qui montre que les enseignements ne sont pas manichéens. On a vu qu'il y avait un pessimisme très fort au niveau macroéconomique. Or, on voit que ce pessimisme général, ce climat un peu anxiogène, n'a pas forcément d'influence sur l'envie d'être propriétaire, sur l'attachement à la pierre,
puisqu'on voit que les taux, les différents taux d'intention de devenir propriétaire demeurent relativement stables, voire même en progression, donc ce qui est complètement c'est très différent des tendances qu'on a vues précédemment, voire même donc en progression sur 1 an ou sur 2 ans. 34% des Français de 25 à 65 ans envisagent d'être propriétaires d'une résidence principale, 14% d'un bien immobilier locatif, alors qui est le seul qui baisse un petit peu, Philippe en a parlé tout à l'heure, et 9% d'une résidence secondaire. Ce qui fait que si l'on agrège au global, on a 44%, donc ce qui est quand même pas neutre, des Français de 25 à 65 ans qui ont l'intention de devenir propriétaires d'au moins un bien immobilier. C'est 4 points de plus, par exemple, que par rapport à 2018. C'est stable par rapport à l'année dernière. Donc, on a ce secteur de l'immobilier qui est relativement épargné aux yeux des Français par rapport à la vision qu'ils ont à un niveau général de l'économie. Autre point très intéressant, c'est qu'on a 44% en moyenne, mais cette intention monte à plus de 2/3 chez les 25-34 ans, donc chez les plus jeunes, et donc là où on retrouve une forte part de primo-accédants. Or, les plus jeunes ne sont pas épargnés non plus par la situation économique actuelle, loin de là, mais ça montre leur volontarisme, leur attachement à la pierre, à un premier projet de vie très important, et puis un optimisme aussi que l'IFOP mesure dans d'autres enquêtes, qui est toujours plus prégnant auprès de cette classe d'âge par rapport aux plus âgés. Dans cette logique également, l'estimation d'avoir les moyens pour acquérir un bien immobilier tend à progresser. Alors, il demeure minoritaire dans l'absolu. On a 45% des interviewés qui nous disent avoir les moyens financiers suffisants pour acquérir un bien immobilier, mais ça progresse sur 2 ans, ça progresse sur 4 ans. Alors, il y a plusieurs pistes d'explication. On peut évoquer peut-être le surplus d'épargne chez certains, qui n'a pas concerné tout le monde, mais chez certains Français cette année. Et puis l'autre point, c'est que ce 45% est une moyenne. Ça peut monter, donc 60% notamment auprès des personnes qui ont eu recours au service d'un courtier en prêt immobilier. Et puis, c'est un taux qui est aussi majoritaire auprès des plus jeunes, des 25-34 ans. On monte à 52% qui estiment avoir les moyens. Or, comme je l'ai déjà précisé, leur pouvoir d'achat n'est pas plus élevé, mais ça montre leur volontarisme et leur intérêt pour être propriétaire. Pardon, je m'aperçois que la slide n'était pas mise, donc voilà le résumé. Donc 45% en moyenne, une progression, et c'est un peu plus élevé auprès de ceux qui ont recours au service d'un courtier immobilier et auprès des plus jeunes. Autre enseignement, plus spécifique cette fois-ci, les conditions d'obtention d'un crédit. Alors Philippe en a largement parlé, ça ne va pas vous surprendre. Elles sont perçues comme largement plus difficiles qu'en mars 2020. C'est le score, c'est le résultat qui varie le plus d'une vague sur l'autre lors de cette 8e vague, puisque 58% des interviewés nous disent qu'elles sont devenues plus difficiles. Il n'était que 45% à le dire il y a 1 an, donc on franchit le cap symbolique des 50% et on le dépasse même allègrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les primo-accédants se situent à peu près dans cet étiage. 60% nous disent que c'est plus difficile, donc ils parlent aussi en connaissance de cause. Donc on a vu qu'il y avait les conditions d'accès au crédit sont devenues plus difficiles avec les recommandations du HCSF, donc ça suit assez logiquement. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que malgré cette perception des conditions d'accès à un crédit plus compliquées, il n'y a pas ça ne détourne pas les Français dans leur volonté d'acquérir un bien immobilier et dans leur estimation d'avoir les moyens pour acheter un bien immobilier. Donc si on résume un peu cette première grande partie, ce qu'on a vu, c'est un pessimisme assez net sur la situation économique, une difficulté qui en découle à devenir propriétaire qui augmente. Pour autant, des intentions de devenir propriétaire et d'avoir les moyens financiers pour être propriétaire qui sont stables, voire qui tendent à augmenter. Alors on en arrive à des questions plus spécifiques. D'abord sur la notoriété des courtiers en prêt immobilier. Elle reste très forte, ça c'est une tendance qu'on observe depuis le début de ce baromètre en 2015. 86% des Français connaissent les courtiers en prêt immobilier, et surtout, ce qui est très important, c'est que 63% déclarent bien les connaître, puisqu'ils nous disent, ils nous disent bien voir quelle est leur activité, avec des niveaux de connaissances qui sont plus élevés chez certaines catégories, notamment les cadres, ceux dont le revenu est le plus important, et évidemment les propriétaires et les primo-accédants.
Autre enseignement plus spécifique, l'image des courtiers en prêt immobilier. Alors c'est une très bonne image, parce que beaucoup de professions aimeraient, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on mesure, aimeraient avoir ce type d'image, où on voit un des bénéfices perçus qui sont pluriels et assez élevés, que ce soit en termes de gain de temps, puisque 87% nous disent que la prestation délivrée par les courtiers permet un gain de temps, plus de points, mais à des étiages globalement stables depuis qu'on fait cette mesure. 86% nous parlent d'un accompagnement d'experts, à un degré moindre mais tout de même élevé. 64% nous disent qu'il s'agit d'une source d'économie. Alors une question inédite qui a été posée cette année, qui est dans le cadre d'une utilisation d'un surplus d'épargne, donc question qui a été posée aux personnes qui ont déclaré avoir plus épargné cette année par rapport à l'année dernière. Comment est-ce qu'ils utiliseraient cette épargne? Comment ils se projetteraient? Donc ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va être fait, ce qui est intéressant, que ça va être utilisé dans l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui ressort en top of mind, qu'est-ce qui ressort en premier. Or, on voit que c'est en premier, dans le cadre d'un projet immobilier, que cette épargne serait utilisée. Donc ça montre encore une fois la valeur aspirationnelle très forte que constitue l'achat d'un bien immobilier. C'est en top of mind, c'est ce qui ressort le plus fortement. Talonné de près par des projets très différents, un projet plus à court terme qui ressort à 23% et faire face à des petits imprévus à 22%. Mais donc c'est cette idée d'éventuellement investir ce surplus d'épargne dans l'acquisition d'un projet immobilier montre bien à quel point ça reste présent à l'esprit et ça reste une intention qui est très élevée malgré les difficultés économiques actuelles. Autre enseignement, un petit peu plus ludique, une nouvelle question qu'on a posée cette année, qui a été posée spécifiquement aux personnes qui déclarent être en couple. Dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ou d'une acquisition, de la vente, qui s'occupe des différentes étapes, qui s'intéresse le plus aux enjeux immobiliers. Alors il y a deux niveaux de lecture de ce résultat. Il y a d'abord au global, donc ce que vous voyez à gauche, où une majorité relative de l'échantillon nous répond les deux, 41%. Un peu plus nous répondent vous-même, 29%, donc une tendance à s'approprier davantage cet acte ou cette démarche. Et seuls 11% nous disent votre conjoint. Ce qui est intéressant aussi, c'est le deuxième niveau de lecture. Quand on regarde comment se positionnent les hommes et comment se positionnent les femmes, on voit que ce n'est pas forcément le même positionnement. Les hommes vont avoir davantage tendance à dire qu'eux-mêmes participent plus à l'acquisition d'un bien immobilier, 38% contre 29% en moyenne. Là où les femmes vont peut-être tendance à jouer plus collectif, puisque 43% vont nous dire que ce sont les deux, alors que 39% seulement des hommes le disent. Et les femmes vont aussi un peu plus citer les hommes qu'elles ne se citent elles-mêmes. Donc enseignement un peu assez intéressant qui permet de voir qu'il y a toujours des résultats globaux, mais c'est intéressant de regarder aussi à un niveau plus fin comment ça se répartit. Enfin, dernière question, où là on demande, parmi les aspects financiers suivants, quels sont les trois principaux freins qui empêchent de devenir propriétaire. On voit que le prix demeure de loin le frein le plus important, empêchant d'accéder à la propriété. Donc c'est conforté cette année par les difficultés, les difficultés d'accès au crédit qui sont plus avec des conditions plus restrictives. Ça ressort en premier à 34%. Néanmoins, je terminerai en disant sur ce point, c'est que malgré ce prix, encore une fois, qui demeure un obstacle très élevé, les intentions et l'attrait pour être propriétaire demeure à des niveaux stables, voire élevés par rapport aux années précédentes. Merci Romain. On peut reprendre, redonne-moi la manette s'il te plaît. Merci. Alors, merci beaucoup Romain. Juste deux petits commentaires quand même. L'éco inquiète, enfin la situation économique inquiète, mais l'IMO est justement la valeur refuge par définition. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est bien aussi de l'avoir de l'opinion directe des personnes interviewées, en l'occurrence, ou interrogées. L'épargne va aller en priorité vers l'immobilier. Alors, pas seulement l'achat, ça va être aussi la rénovation, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un élément qui nous revient en réponse et pas seulement en impression ou en intention. Les prix sont toujours l'élément bloquant, l'offre insuffisante, donc une demande qui se contraint. Troisième information qui vient confirmer effectivement dans les réponses le sentiment qu'ont bien sûr les futurs acquéreurs ou les gens concernés.
Et puis, moi, j'ai une remarque sur les femmes qui sont toujours modestes et prétendent effectivement moins s'occuper des opérations. Ben, moi, en tant que courtier, je peux vous affirmer que, et je le dis souvent à nos conseillers, si vous n'avez pas le couple, c'est dangereux de ne pas avoir le couple en face de soi pour pouvoir effectivement envisager la réflexion avec eux et les accompagner dans leurs projets. Mais alors surtout, il faut qu'il y ait la femme. Et je dis toujours ça parce qu'effectivement, la femme est beaucoup plus influente qu'elle ne veut bien le reconnaître ou le dire dans ses décisions financières et dans la gestion d'un tel projet qui est le foyer familial. Voilà, c'était juste une petite remarque d'utilisateur, d'expert également. Alors, avant d'enchaîner, bonjour Pierre Chevillard qui nous a envoyé la première question. Alors, bien sûr, on peut y répondre au fur et à mesure, on y répondra aussi à la fin. Pierre, merci de cette question. Alors, j'ai une question sur les critères de prêt. Les banques demandent-elles une épargne résiduelle? Alors, une épargne résiduelle, je l'ai lu, je l'ai entendu dire, nous, on n'a pas le constat chez CAFPI de cette demande d'épargne résiduelle. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, il y a une demande d'apport personnel sur l'opération. On finance plus de 110%. Ça, c'est clair. Ce qu'on faisait l'année dernière, on ne le fait plus aujourd'hui, ou exceptionnellement. En tout cas, ce n'est plus un produit offert par les banques et donc par nous courtiers aux clientèles d'emprunteurs. Il faut au moins posséder en épargne l'apport personnel. Cette épargne peut provenir d'ailleurs de dons ou d'aides de la famille, mais il faut posséder au moins cela. Des banques exigent un peu plus d'ailleurs, elles peuvent demander 10% d'appui du prix d'achat. Donc elles ne sont pas toutes égales face à cette situation. Après qu'elles demandent qu'il y ait encore un peu d'épargne sur le compte qu'on pourra placer à la banque, moi je ne l'ai pas constaté, c'est le genre de relations qui seront, excusez-moi j'appuie en même temps, qui seront ensuite entretenues dans la relation banque-client, mais je n'ai pas fait ce constat. De quel ordre? Je l'ai dit, c'est au moins 10%. On ne va pas sur un projet immobilier si on n'a pas les 8-10% d'apport personnel d'épargne dans l'ancien, et peut-être 5% suffiront dans le neuf. Et pour les investisseurs, oui, alors épargne résiduelle, c'est si, en plus de l'apport personnel, 110%, c'est plus possible pour les investisseurs, ou extrêmement rarement, comme je l'ai dit. Il faut au moins qu'ils amènent les droits de mutation, les frais de notaire et les frais annexes d'ailleurs aux opérations pour emprunter. Ça, c'est une certitude. Voilà, Pierre. On va parler des perspectives maintenant. On va se projeter un petit peu, très très rapidement. En tout cas, moi, je ne vais pas faire de pronostic. Vous savez que d'habitude, j'en fais un peu plus. Là, c'est tellement incertain l'avenir. Qui pourrait prédire quoi que ce soit sur les mois, les années qui viennent, avec tous ces chamboulements que l'on vit. Simplement, moi, je vais faire quelques constats et puis entraîner aussi des combats qui vont être nécessaires dans les mois et les années qui viennent. On a vu, pour moi, l'élément majeur de ce qui s'est passé en cette année 2020 et ce qui va continuer en 2021 et certainement en 2022, c'est l'effondrement de la construction neuve. L'effondrement de la construction neuve, c'est vraiment le problème. Hein. Alors les chiffres, vous les avez aussi bien que moi. J'ai fait un petit histo, là, on voit bien la baisse de la production. C'est 23% de logements neufs en 2020 en moins. C'est 14,7% de moins de permis de construire. C'est 380 000 permis de construire seulement. Donc on ne va pas où on va, puisqu'on sait qu'en France, il faut 500 000 logements nouveaux par an, et c'est bien le minimum pour répondre aux besoins, à la demande, et à peine rattraper le retard que l'on a de logements en France. Alors il y a le vacant, il y a la réhabilitation, il y a plein de choses, mais déjà rien que sur cet aspect-là, c'est plutôt inquiétant pour ce qui arrive. Et la première conséquence, c'est bien sûr la tension des prix de l'ancien. On sait bien que s'il n'y a pas d'offre de logement neuf, il y a une tension sur les prix de l'ancien. Et c'est bien là le drame. C'est que le coût du logement augmente, on l'a vu tout à l'heure. Et il va bien falloir à un moment qu'un des gouvernements se penche sur la question de produire et pas seulement de contraindre. Et là, si on fait un petit rappel des contraintes réglementaires existantes et à venir, on sait que la délivrance des permis de construire est de plus en plus délicate, difficile, compliquée. Alors même si aujourd'hui on va peut-être soustraire les maires à cette décision. Et puis les recours, qui sont toujours un problème. Hein. Carole, mon amie, avait même fait un petit livre là-dessus, sur les recours abusifs. C'est vraiment quelque chose qui pose encore beaucoup de problèmes, sur lequel on pourrait légiférer, en tout cas agir. Et puis là, bien maintenant, on nous parle de l'artificialisation des sols. Alors même, moi aussi, je suis écologiste à mes heures perdues et j'ai bien conscience de la planète, mais il y a un moment aussi, il faut d'abord loger et puis après, peut-être régler les autres problèmes. On va limiter l'artificialisation ou l'étalement urbain.
Le surcoût de la construction durable, c'est bien d'avoir des intentions écologiques et énergivores des bâtiments, mais tout ça a un coût, et qui supporte ce coût, bien sûr, c'est l'acheteur qui va en payer le prix, et ça a des conséquences, bien évidemment, sur la capacité d'acheter ou même de louer, au final, hein, soit j'achète, soit je loue. Et puis quelque chose qui va nous arriver, c'est la rénovation de l'existant. Ça, c'est fortement inquiétant, puisque d'après ce que j'entends dire, et ce que vous savez comme moi, c'est que bientôt on interdira de louer un logement s'il n'est pas rénové, comme on va faire avec tous ces logements de propriétaires privés. Alors peut-être qu'on veut que le parc immobilier français soit aux mains des institutionnels, puisqu'ils sont revenus en force ces dernières années. Ils avaient disparu en 90, ils nous avaient fait la crise immobilière des années 90, et les institutionnels reviennent en force pour acheter des promotions entières. J'espère que ce ne sera pas la future crise qui se prépare, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce sont des propriétaires privés qui sont à la tête de ces biens immobiliers, qui permettent le logement aussi en location. Si on leur impose de rénover et qu'ils n'ont pas les moyens, comment va-t-on faire ? Je veux dire, il y a un moment beaucoup d'incohérence par rapport à cette nécessité de construire, sur lequel, effectivement, en tout cas, moi, je me mobiliserai avec les autres acteurs de la profession. Un plan de relance, simplification de la construction, c'est la seule équation, c'est le seul combat qui vaille aujourd'hui pour apporter au marché. Et on sait que ce marché du neuf et de la construction est un soutien fort à l'économie française qui a besoin de retour à la croissance. C'est dommage de s'en priver. C'était une remarque, mais en tout cas, moi, cette perspective sur le marché de l'immobilier m'inquiète. Si les prix continuent de se tendre sur l'ancien, on va vraiment avoir des difficultés. Je vois des questions qui défilent, bien sûr, je reviendrai après sur les questions et les réponses qu'on peut y apporter. L'autre élément, c'est le financement en perspective. Où va le financement ? Alors, d'abord les taux. Là, je ne vous ai pas fait de diagramme, je n'ai pas fait un pronostic sur les taux. Je vais juste vous dire ce que je pense au fond. C'est que je ne m'étais pas très inquiété de l'envolée de l'ESOAT. Je savais que les banques centrales, enfin j'imaginais, avec un peu d'analyse, les banques centrales n'allaient pas se laisser faire, allaient réagir rapidement. Ce qu'elles ont fait, et on a limité la hausse des taux à court terme. Après, je suis plus inquiet pour la suite, puisque les taux pourraient reflamber. Alors flamber, 0,50 par rapport à 1 point, c'est beaucoup, c'est flambé, hein. Ça n'ira pas au-delà, mais ça pourrait remonter en tout cas, et ce qui pourrait poser des problèmes. Ce qui est une chose qui est certaine pour l'instant, c'est les volumes. Les volumes, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le bilan 2020, ils sont très mauvais, hein, et ils chutent là depuis le premier trimestre. Moi, je l'avais annoncé déjà depuis longtemps que le début d'année 2021 serait la conséquence de la perte de demande de toute l'année 2020. Ça se voit dans les chiffres et ça continue de baisser, bien évidemment, et ça va continuer de baisser. Parce qu'on a fait moins d'opérations, parce qu'il y a moins de candidats, il y a eu des contraintes bancaires, toutes les raisons qu'on a évoquées. Le HCSF. Alors bien sûr, on a tous dit qu'il était bien, on a gagné un combat, hein, puisqu'on s'est battu toute l'année dernière contre ces critères qui ont été améliorés, un peu allégés, en fin d'année dernière, et qui ont participé un peu à ce dynamisme de la nouvelle demande. Hein, 35%, c'est mieux que 33%. Les critères de tolérance 20 au lieu de 15, c'est mieux. Mais il reste encore des efforts à faire, et je l'annonce, hein, dès à présent, nous on a commencé à agir, hein, au sein de CAFPI bien sûr, mais au sein de la PIC, pour pouvoir aujourd'hui poser aussi sur la table la problématique des investisseurs, qui sont la part privée indispensable à la relance de la construction, l'investissement privé des particuliers. Et ces critères ne leur conviennent pas du tout, puisqu'on ne peut pas considérer pour un investisseur locatif un 35%, même si c'est mieux que 33%, n'est pas suffisant. Il faut prendre les loyers en déduction de la charge, même s'ils sont pondérés, de façon à rééquilibrer la part de budget de ces investisseurs dans l'immobilier. Et cet investissement est nécessaire pour effectivement permettre aux promoteurs de construire. Les taux en hausse au S2. Alors là, on parle de reprise d'activité. On sait que le vaccin sera certainement la clé de sortie, en tout cas une des clés de sortie de la crise. Est-ce qu'il va y avoir une flambée après l'été, deuxième semestre, en tout cas peut-être pas en France tout de suite, mais ailleurs oui, pour une reprise de la croissance, en tout cas on a déjà ressenti des inflexions de l'inflation, hein, sur les prix d'énergie, etc., qui ont une répercussion, mais on pourrait effectivement avoir une petite tension sur les taux longs dès le deuxième semestre, en tout cas à la rentrée, ce qui aura un impact sur les taux. Et bien évidemment, les taux qui augmentent, c'est moins de mètres carrés que je peux acheter, c'est moins d'endettement possible, c'est des candidats qui sont exclus de l'accession à la propriété ou à l'investissement. Surtout qu'à cela vient s'ajouter le taux d'usure qui revient dans l'actualité.
Le taux de l'usure, vous avez vu, là, sur le dernier trimestre, il a baissé. Très peu, sur 20 ans, c'est 0,07 en moins. Cependant, ce que je crains, c'est l'avenir, puisque si les taux reflambaient en cette rentrée septembre, ou après l'été en tout cas, remontaient de 0,50, là, c'est beaucoup d'exclusions, puisque le taux de l'usure sera calculé sur les bons mois précédents, le trimestre précédent ajouté d'un tiers, et là, on aurait l'effet ciseau qui serait très violent, et qui exclurait beaucoup de ménages, parce que dans ces cas-là, on n'a pas le droit de leur prêter. Ce n'est pas qu'une question de risque, c'est une question de réglementation. Et nous allons donc là porter un peu le fer aussi, à nouveau auprès de la Banque de France, pour vraiment apporter des solutions qu'on avait proposées. On est d'ailleurs aussi avec les associations de consommateurs sur ces questions, parce que là, c'est au détriment des consommateurs. Ce n'est pas les protéger à ce niveau-là, là, c'est les empêcher de réaliser un projet de vie. Et puis, bien évidemment, de façon plus large, être fort dans le lobbying qu'on peut faire sur l'aménagement du PLF 2022 qui est en discussion, pour effectivement remettre de l'immobilier, remettre du financement dans cet immobilier, dans l'accession à propriété, bien sûr sur le Pinel pour les investisseurs, le PTZ qui doit redevenir le plein PTZ qu'il a été précédemment et non pas amputé de la moitié. Peut-être l'étendre également sur certaines autres zones, en tout cas revoir le zonage. Cette baisse des droits de mutation aussi, qui est un sujet dont on parle depuis tellement longtemps, qui devrait être aussi réduit pour permettre la mobilité et le changement. C'est une condition sine qua non aujourd'hui de notre mode de vie. Et puis la paix d'accession, alors ça, j'en avais déjà fait l'écho auprès de vous sur cette bêtise que de les avoir supprimés. Le logement social doit être financé et on doit permettre l'accession à la propriété au moins démunis, des gens qui ont besoin de ce logement social, et donc il y a un cercle vertueux qui est à créer, et cet APL permettait à des gens, bien sûr, d'accès à la propriété. Il faut absolument qu'il soit revisité. On va aussi agir sur cette question. Et puis moi, quelque chose qui m'est très cher, puisqu'on avait initié avec le ministère du Logement le PTZ ancien plus travaux, qui consistait à faire de la rénovation de biens dans les zones tendues. Alors, on a toujours critiqué le PTZ pour avoir fait flamber les prix de l'ancien, peut-être quand il était sous sa forme à l'époque de notre ancien président Sarkozy. Après, il avait été réhabilité, il exigeait des travaux de rénovation importants, puisqu'un tiers du prix d'achat, et je pense, du coût global, pardon, non, du prix d'achat, c'est ça, et 25% du coût global, de travaux de rénovation lourde. Donc en fait, là, on peut recycler des biens qui sont aujourd'hui dégradés, qui correspondent d'ailleurs à la politique du gouvernement de rénover le logement, qui peuvent se trouver, et souvent se trouvent d'ailleurs dans les zones urbaines tendues, là où on ne peut pas construire, où il y a plus de foncier, où le logement dans le neuf est cher, et les primos pourraient acheter de l'ancien, le rénover avec ces aides, et pourraient effectivement à la fois participer à la mise sur le marché de logement, l'obtenir à des prix convenus et beaucoup plus raisonnables, et ce serait aussi une vertu que de le réhabiliter. Alors il existe toujours, mais en zone rurale. Ça a peut-être son utilité, mais je crois que c'est en zone tendue qu'il faut absolument. Et là, moi, personnellement, je porterai le fer à nouveau auprès des ministères sur cette question, et je pense que tous ces éléments-là ont besoin de soutien, de façon à ce qu'on fasse bouger les lignes pour cette conscience que le logement est un choix prioritaire aujourd'hui pour les consommateurs, pour les concitoyens français. Se loger en location ou en accession, les deux servent l'un à l'autre, et qu'il faut absolument aider ce marché du logement avec une politique de long terme qui soit volontariste et forte, et des finances aussi nécessaires pour soutenir ce marché et faire en sorte qu'on arrive à retrouver des équilibres, bien sûr de la construction et de l'accession à la propriété. Voilà ce que je voulais dire sur les perspectives. J'ai assez parlé, nous avons assez parlé, nous devions faire 3 quarts d'heure, on est plutôt pas mal. On a un peu été vite sur tous ces sujets, mais bien évidemment, tant Romain d'ailleurs, et l'IFOP pourra répondre aussi à vos questions, comme moi-même, dès à présent et par la suite. Donc, je vais prendre la première, et puis je vous laisserai la parole après aux gens présents sur le plateau. Alors, bonjour Guillaume, du Figaro. Bonjour Philippe, quel impact chiffré avez-vous constaté avec la hausse du taux d'endettement maximal entre 33 à 35%? Combien de dossiers validés en plus? Quelle part de primo-accédants dans ces dossiers validés? Alors, nous avons fait ces calculs, Guillaume.
Je ne les ai pas prévus, là, à l'instant, face caméra. Je n'ai pas mes petits papiers, mes statistiques, mes tableaux de bord sous les yeux. Mais voilà typiquement le genre de questions sur lesquelles je pourrais revenir avec vous de façon plus précise. Dès demain, cet après-midi, je vais être encore un peu chahuté, mais dès demain et jusqu'à la fin de la semaine, rapidement, au téléphone, comme vous savez le faire si bien, pour me poser toutes ces questions. Je ne peux pas répondre ici, mais il y a eu un vrai effet. Le seul chiffre que je peux vous donner, c'est la forte proportion de primo-accédants dans la clientèle CAFPI. On est remonté le mois dernier à 69% de notre clientèle, alors qu'on était plutôt entre 60 et 65% des primo-accédants. Et on est encore à 67 ou 68% ce mois-ci d'avril, ce qui veut bien dire que la part de primo-accédants est de retour, et ça c'est vraiment l'effet qui se coule, l'effet 35%, qui a redonné confiance et les moyens et de l'oxygène pour cette clientèle. Catherine Boquet, bonjour. Les banques mutualistes sont-elles celles qui ont le plus resserré l'accès au crédit? Quel est de manière plus globale leur comportement? On n'a pas fait ce constat, puisque une des banques très très actives, sans vous dévoiler de secret, c'est sur l'immobilier, c'est la Caisse d'épargne. Donc banque mutualiste, le deuxième acteur de l'immobilier, c'est le Crédit Agricole. Donc non. Alors, l'année dernière, je sais que ces deux banques ont particulièrement été actives, hein, elles ont fait des énormes volumes, leur part de marché ont augmenté. Et d'ailleurs, elles ont été aussi, ces banques, critiquées pour le non-respect des critères HCSF en fin d'année dernière. C'est public, hein, donc je ne dévoile rien ou je n'attaque personne. C'est public, elles ont dépassé largement les critères HCSF, elles sont un peu recentrées en ce début d'année, elles sont toujours très actives. Elles participent toujours, pour les courtiers, ce sont des grandes banques partenaires, puisqu'elles sont bien sûr sur tout le territoire, et avec une volonté toujours d'être un acteur fort du marché de l'immobilier. Donc non, les banques mutualistes n'ont pas réduit, je parle de celles-là, je pourrais parler des autres, je ne parlerai que de celles-là en l'occurrence, sont très actives et toujours très prêteuses. Et encore plus en ce début d'année, là, elles sont très prêteuses en ce début d'année. Pierre pour la GFI Actif. Est-ce que les banques deviennent plus intransigeantes, hormis sur l'apport, mais aussi est-ce qu'elles deviennent plus intransigeantes sur l'assurance emprunteur et la domiciliation bancaire notamment? Alors, sur l'apport, oui, je le confirme. Hein, maintenant, c'est des critères qu'elles doivent absolument faire appliquer. Sur l'assurance emprunteur, elles ont, et vous le savez, toujours été très, très préservatrices de leurs intérêts dans le domaine. En deux mots, ce que je dirais, c'est que c'est un modèle économique qui leur permet aux banques de prêter à ces conditions aussi basses. On est parmi les taux, il faut aussi prendre leur défense sur la question, on a les taux d'Europe en crédit immobilier qui sont les plus bas. Donc en fait, parce qu'il y a l'assurance qui vient compenser la perte ou la non-existence de marge sur le crédit, il faut bien le dire. Alors bien sûr, on peut critiquer le coût de l'assurance, mais si on mettait des assurances à un tarif plus raisonnable, et c'est ce qui est en train de se produire, j'en parle après, le crédit serait plus cher. Au final, le TAEG serait à peu près identique. Donc, il ne faut pas non plus être trop agressif sur cette question. Maintenant, il y a le libre choix qui est important. Le client a le droit de choisir sa banque pour son crédit. Il a aussi le droit de choisir pour son assurance, pour l'assurance. Et l'assurance, ce n'est pas seulement le coût, c'est aussi les garanties. Et là, les banques se sont largement améliorées, puisqu'avant, elles avaient le contrat groupe, le même format pour tout le monde, et elles font de plus en plus d'assurances individuelles pour chaque catégorie d'emprunteurs, les jeunes, les ceci, les cela. Donc en fait, ça s'est amélioré. L'offre client s'est améliorée, même auprès des banques qui imposent leur police propre ou leur contrat ou leur assureur propre. Cependant, je crois qu'en fait, le combat, il se justifie sur le libre choix. La banque doit proposer son offre, le client a le droit de choisir la solution qui lui paraît, pour lui, la plus adéquate. Et le dernier point... La domiciliation bancaire, est-ce qu'elles deviennent plus intransigeantes là-dessus aussi? Alors, la domiciliation bancaire, vous savez qu'à un moment, il y avait même une réglementation qui était tombée là-dessus. Elle a été retirée. Hein, c'est pas possible d'imposer
une domiciliation bancaire à un client emprunteur pour un nouveau crédit. Maintenant, c'est comme tout business, c'est comme tout commerce. Il y a un deal entre deux parties et ce deal consiste aussi à ne pas faire du crédit sec. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a plus de banques spécialisées qui, elles, n'avaient pas de domiciliation bancaire, pas d'ouverture de compte. Les crédits étaient à des taux beaucoup plus élevés, au moins d'un point par rapport aux banques de dépôt. Donc en fait aussi, c'est pareil, c'est un deal commercial. Moi, vous voulez devenir... Enfin, vous voulez un crédit, je peux vous offrir des conditions. En échange, vous devenez mon client. C'est un deal qui se décide entre l'emprunteur et la banque. Et nous sommes tout à fait transparents avec nos clients, puisqu'on propose et la banque du client et de nouvelles banques, avec chacun ses avantages, ses inconvénients. Et le client choisit de façon libre et informée que s'il change de banque, il aura effectivement cet engagement commercial que de devenir client à cette banque. Isabelle Ray, bonjour, Lefebvre du Monde. Avez-vous beaucoup de refus de crédit? Alors, beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, on a vraiment souffert, puisque c'était le chamboulement, les banques étaient en difficulté, déjà d'un point de vue purement organisationnel, avec le télétravail, avec le manque d'outils, avec tout ce que cette pandémie et cette crise sanitaire a causé comme dégâts dans la manière de fonctionner, je dirais. Ensuite, ces critères HCSF qui ont été pris par les banquiers comme étant une menace, une inquiétude. Avant, vous savez, on avait la recommandation de l'endettement. Là, c'est devenu une contrainte, même si la Banque de France n'a pas puni les banques en fin d'année, elle va le faire à partir de l'été prochain. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les perspectives, ça va peut-être la changer, la nature, parce que des choses, puisque dès l'été prochain, la CPR va pouvoir taper effectivement sur les banques qui n'auront pas respecté ces critères, et ça peut changer l'attitude des banques. Donc, on verra les conséquences que réellement ça a. Cependant, là, en ce début d'année, non. Je pense que la détente des critères HCSF ont remis dans la course beaucoup de banques qui ont pu comme ça accepter des dossiers qui étaient refusés par ailleurs. Avant, on a refusé des dossiers, vous le savez, je m'en suis exprimé auprès de vous, à 33,4% d'endettement pour des très beaux revenus, un très bel apport personnel, parce que c'était hors critère. C'était de la foutaise, c'était stupide comme comportement. Le risque, on sait l'analyser, et un 33 ou un 35 ou un 40, je l'ai souvent dit, peut être largement acceptable pour un emprunteur qui a les moyens, comme un 30% ou un 25% est insupportable par un client qui a des revenus justes ou des situations un peu particulières. Donc le critère, il ne s'apprécie pas comme ça sur un coup près, il doit s'apprécier avec effectivement beaucoup de compétences, d'expertise, d'analyse, de compréhension de l'emprunteur, et puis avec cette tolérance. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement de perception de ces contraintes nouvelles, tout en sachant les adapter. Donc non, en ce début d'année, moins de refus de crédit. Pierre, à nouveau, certaines banques imposent-elles une assurance perte emploi? Oui, je ne peux pas dire non, même si elles sont très très peu pour l'instant. Très très peu pour l'instant à le demander. C'est quelque chose qui existe, donc on ne peut pas dire le contraire. J'espère que ça ne va pas se généraliser. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que ça va devenir un impératif. Ce ne serait pas très bien de le faire, puisque ces assurances perte emploi, il faut bien dire ce qu'elles sont. Pas terribles. Elles coûtent très cher pour une couverture très très modeste. Je ne vais pas vous décrire les contrats aujourd'hui, on pourra en reparler pour ceux qui veulent écrire ou faire des dossiers là-dessus. Mais aujourd'hui, vraiment, l'offre de couverture est très très faible, pour un coût relatif quand même assez important. En tout cas, elles ne seront pas imposées. Elles ne seront pas imposées, puisque là, on aurait un autre problème, c'est que de quel droit imposerait-elle cette assurance perte emploi? Elles peuvent être dealées avec le client. Peut-être vaut-il mieux qu'il se couvre. Dans ces cas-là, c'est un conseil, ce n'est pas imposer quelque chose. Mais là, on aurait vraiment un problème avec le taux d'usure, puisque si elle l'impose, il devra rentrer dans le calcul, ce qui est un peu délicat et gênant dans la situation. Je laisse Carole, que je remercie, qui est derrière et qui annonce les questions. Bien, apparemment, on n'a pas d'autres questions, à moins qu'une petite dernière avant de boucler. Il est 12h53. J'espère que, en tout cas, je ne vous ai pas pris trop de temps, qu'il y a eu des choses instructives dans les présentations et les éléments qu'on vous a donnés de réponse et de présentation aujourd'hui. Encore une fois,
nous avons préparé une liasse de documents qui sera à votre disposition pour rentrer dans le détail de tout ce qu'on a essayé de vous dire subrepticement, rapidement aujourd'hui pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Et bien sûr, je reste avec mon équipe à votre entière disposition. D'ailleurs, nos conseillers, nos directeurs de région aussi pour les journalistes qui sont plus en province, qui voudraient interviewer nos directeurs de région. Carole peut vous donner bien sûr leurs coordonnées pour les interroger directement, également pour connaître aussi ce qui se passe dans les régions. C'est aujourd'hui très très important de donner l'information où on se trouve. Merci à tous de votre présence. J'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on a passé un bon moment. En tout cas, j'étais très heureux aujourd'hui de passer un peu de temps avec vous, même dans ces conditions à distance. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Au revoir, bonne journée.